Yo yo yo, aujourd'hui épisode 4 des mal aimés est un peu particulier parce que bon, comme je vous dis à chaque fois, le but c'est de prendre des films qui sont mal aimés, de les défendre, de dire pourquoi nous on les aime, etc. pour soit donner envie de les voir ou surtout de les revoir ces films-là et puis de donner une autre perspective. Mais bon, là où en général on prend des films mal aimés, là je pense qu'on prend carrément un film détesté et du coup à tel point que celui-là je vais être un peu tout seul à l'écrire, cette chronique, parce que Mathieu, le co-auteur de la chaîne, même lui il n'est pas très fan du film. Mais avant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager parce que ça fait plaisir. Et il y a plein de choses à dire, plein de choses à aborder, que ce soit à propos du film en lui-même, comme des questionnements et des débats qui pourraient s'appliquer sur d'autres films d'ailleurs. Et je tiens à préciser tout de suite que ce sera bourré de spoilers, on va absolument tout raconter, parce que c'est mieux pour le concept et pour la vidéo du coup. Donc c'est parti pour Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, sorti en 2013. Je fais le petit résumé du film, histoire de remettre les idées en place. C'est donc l'histoire de Julian qui a fui les USA pour Bangkok. Il y dirige un club de boxe thaï et en même temps, lui et son frère ont un business un peu plus illégal du coup. Tout allait bien jusqu'à ce que son frère assassine une prostituée et qu'il se fasse lui-même tuer juste après. Et donc avant, je vais parler un peu du contexte de la sortie du film. Et c'est marrant parce que c'est le 4e épisode des mal aimés. Et même si je le savais déjà avant, que le contexte d'un film, le contexte de sa sortie était importante, c'est quand même marrant de l'observer à chaque fois, à chaque vidéo, parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps. Bref, le film est donc réalisé par Nicolas Winding Refn, inconnu du grand public avant son fameux film Drive, et j'y reviendrai. Il a réalisé une trilogie absolument incroyable qui s'appelle Pusher, et même si un jour on en parlera sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille 1000 fois de lancer les films. Il a aussi fait Bronson avec Tom Hardy et Valhalla Rising. Juste après ce dernier, il va donc réaliser le game changer de sa carrière, Drive. Prix de la mise en scène à Cannes, succès critique, succès public. Bref, dur de passer à côté du film, comme il a été dur d'ailleurs de passer à côté de sa BO, qui est géniale, mais qui était absolument partout. Et c'est là où le contexte est intéressant, parce que forcément, quand un autre film est annoncé, avec encore Ryan Gosling, tout le monde attendait un Drive 2. Surtout que c'est pas un pari perdant de dire que la plupart du grand public n'a pas vu Valhalla Rising. Et du coup, quand on voit Refn que sous le prisme de Drive, on se rend pas compte de ce qu'il est capable de nous sortir comme film. Alors forcément, quand Only God Forgives sort, la catastrophe. Il est aux antipodes de Drive, contrant toutes les attentes des spectateurs. Et déjà que de base, le film il est pas forcément facile à aborder, si en plus de ça, tu t'attends à Drive 2, t'es pas dans la merde. Et c'est marrant parce que moi, c'est l'inverse. J'apprécie encore plus Only God Forgives en ayant vu Drive avant. Mais je reviendrai plus tard sur le rapport entre Drive et Only God Forgives. Mais du coup, pourquoi le film est mal aimé? Donc je vais prendre chaque argument qui sont assez récurrents contre le film et je vais essayer d'argumenter et justement expliquer pas à pas ce que je pense. Et le premier argument que j'ai beaucoup lu, mais surtout aussi que j'ai beaucoup entendu, c'est que Ryan Gosling joue mal. Ou qu'il joue surtout comme dans Drive. Et non, enfin... Je vois pas le problème comme ça. Si on part du principe que Refn est un bon réalisateur, et je pense qu'il l'a déjà prouvé par le passé, que ce soit Pusher, Bronson ou Valhalla Rising, parce que qu'on aime ou pas le mec, on peut panier le fait qu'il a une vision. Donc Ryan Gosling, il est pas en roue libre là. Il a un vrai réalisateur derrière lui, quelqu'un qui est censé savoir ce qu'il fait. Alors la question devrait être, pourquoi est-ce que Refn choisit de faire jouer Gosling de la même manière que Drive? Et pourquoi il décide de refaire un film avec lui? Parce que Drive est un film de commande. C'est Gosling qui est parti chercher Refn pour qu'il le réalise. Alors que là, c'est son film, c'est Refn qui l'a écrit. Donc c'est lui qui décide de refaire un film aussi avec Gosling. Bon, au-delà du fait qu'ils se soient super bien entendus, à tel point qu'ils avaient même prévu de faire un 3e film ensemble, mais c'est aussi peut-être parce que le jeu de Gosling colle avec la manière qu'a Refn de diriger ses acteurs. Parce que les gens critiquent le jeu de Gosling en disant qu'il se passe rien, qu'il joue jamais, que le seul truc qu'il sait faire, c'est fixer le vide sans dire un mot. C'est vrai qu'il a un jeu très intérieur, c'est pas l'acteur le plus expressif, mais dans le making-of, on peut voir Refn parler avec un autre acteur, en l'occurrence Billy, celui qui joue le frère. En le dirigeant, il lui dit de pas en faire trop, que tout doit être intérieur et tout doit passer par le regard. Donc au final, le jeu de Gosling correspond à Refn, et encore plus sur ce film. Et toute la magie de Refn, c'est de justement réussir à faire dire des choses à son personnage par le prisme de la réal, de la lumière et du montage. Parce que, ok, si on part sur le terrain de Gosling joue comme dans Drive, ok, mais Refn utilise le même jeu pour dire deux choses complètement différentes. Le même plan sur Gosling veut dire une chose dans Drive et son opposé dans Only God Forgives. Ça critique aussi les acteurs en général dans le film, comme quoi c'est des mannequins sans âme, mais ça prouve aussi ce que je viens juste de dire en fait. C'est une volonté de Refn, et qu'au final Gosling il joue pas de cette manière parce qu'il sait faire que ça, mais que c'est bien une direction d'acteur puisqu'elle se répète sur les autres acteurs dans le film. Ce que je veux dire au final, c'est pas que forcément ça en fait un bon film, mais que le fait qu'il y ait une réelle volonté de réal est respectable déjà. Après on peut ne pas aimer, mais au moins le mec a une vision, et dire il joue comme dans Drive donc c'est naze,
c'est pas pertinent. Un autre argument qui revient très souvent, c'est le fait qu'il ait aucune histoire, que ce soit fade, qu'il ait aucune substance, qu'il n'y ait ni personnage, ni dialogue. Alors, je trouve pas du tout que ce soit le cas, mais je comprends pourquoi on le pense. Et il y a une vérité, c'est que le film est difficile à aborder. Ça, je suis complètement d'accord. Et tout ça, c'est pas pour au final dire que le film se regarde comme Iron Man, hein. Même moi, en le revoyant pour la chronique, pour dire la vérité, j'ai trouvé les 20 premières minutes assez dures et assez longues. Et c'est justement les minutes les plus importantes pour un film, ce qui va en général définir si on rentre ou pas en tant que spectateur dans le film. Même si évidemment, c'est pas une science exacte, hein. Maintenant, concernant les arguments eux-mêmes, qu'il n'y ait pas de dialogue, en vrai, on fait quoi des films muets? On fait quoi des films contemplatifs? Après, c'est pas un argument très intéressant. Par contre, dire qu'il n'y a pas de personnage, là, je suis pas d'accord. Juste celui de Kristen Scott Thomas devrait suffire. Elle est incroyable dans le film. Et pour le coup, ça, c'est un vrai personnage. D'ailleurs, je trouve que le film prend une toute autre tournure quand elle arrive. Elle ramène une énergie, un chaos. Et pour le coup, d'ailleurs, il y en a des dialogues. Tellement elle part en monologue. Mais même celui du policier, il dégage quelque chose de puissant, de charismatique et de surnaturel aussi. Parce que ça va me permettre d'enchaîner sur le fait que le film soit plein de non-sens et sans substance. Et je suis pas d'accord, parce que le film a un vrai sujet, qui est assez clair en plus, hein. Que ce soit les liens avec sa mère et comment s'en libérer, mais aussi comment se libérer de son passé. J'y reviendrai un peu plus après, parce que c'est aussi ce pourquoi moi j'ai aimé ce film, mais il y a aussi un côté très mystique dans le film. Quand le policier il te sort l'épée de nulle part, c'est pas pour le fun. Encore une fois, si on respecterait Fun en tant que réalisateur, faut pas se dire « mais il est con ou quoi, il la sort d'où cette épée ?» mais plutôt se demander pourquoi il décide de faire ça. Et même dans la manière de jouer du policier, de comment il est filmé jusqu'à sa fameuse épée, il y a quelque chose de divin, comme une justice en marche qu'on ne pouvait pas arrêter. Un autre problème qui est assez récurrent aussi contre le film, c'est que la mise en scène est lente. Et ça va me permettre d'expliquer un truc. Il y a une différence entre un film lent et un film long. Ça ne veut pas dire la même chose. Lent ne veut pas dire long. Parce que lent est une intention, long est un ressentiment. Au-delà de ça, encore une fois, c'est assez subjectif comme problème. Et je vais redire ce que j'ai dit juste avant. Mais je trouve aussi que les 20 premières minutes soient longues. Il n'y a quasiment aucune musique d'ambiance sur des plans qui prennent beaucoup leur temps. On est presque plongé dans un silence de mort pendant 20 minutes. Et si le film avait été comme ça pendant 1h30, j'aurais sans doute aussi détesté pour être honnête. Mais je trouve qu'ensuite le film s'envole. Et je pense pas que la réalisation doit être totalement séparée de la lumière, voire même des décors pour ce film, tellement ils vont tous de pair. La réal magnifie les décors. Et il y en a des absolument magnifiques pour le coup. Et même les détracteurs du film avouent qu'au moins le film il est beau. Et ça, c'est vrai que c'est dur de lui enlever, c'est clair. Mais surtout, il y a une vraie intention de lumière avec une omniprésence du rouge qui accentue ce que Julian ressent et pense. Le film n'est pas juste beau pour être beau, quoi. C'est marrant comme tous les gens qui critiquent ce film sur ça, sur le fait que la mise en scène est lente, etc., se défendent en disant qu'en général ils aiment les films lents, ou alors qu'ils aiment les films anti-hollywoodiens, etc., etc., comme si ils se sentaient obligés de d'abord se justifier avant de faire une critique. Et je trouve que ça amène un peu quelque chose de faux dans le discours. Évidemment, il y a aussi toujours l'attente des spectateurs, la promesse, qu'ils se sont fait tout seuls d'ailleurs, de voir un Drive 2. Alors dans Les Mal-Aimés, je parle très souvent de la condition de spectateur et aussi de son importance du coup. Qu'un film parfois ne se fait pas juger par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce que le spectateur croyait voir aussi. Et attention, hein, quand je dis ce genre de choses, et j'en parle souvent, je m'inclus aussi dedans, évidemment. Même si, encore une fois, je comprends qu'on soit hermétique à Only God Forgives, je pense vraiment qu'il mérite un deuxième visionnage. Un visionnage qui sera justement orphelin de cette attente de Drive. Maintenant que, soit vous savez à quoi vous attendre, si vous l'avez déjà vu, soit que toute la hype de Drive est passée. Vous pouvez prendre le film un peu plus pour ce qu'il est. Une dernière petite chose, c'est que j'ai vu des gens qui disaient que le film, c'était une honte, qu'il aurait jamais dû être fait, etc. Bon, même si c'est vrai que c'est assez mineur, etc., mais j'ai quand même envie de revenir dessus parce que, non, en fait, on peut pas dire ça, parce que ça reste de l'art. L'art mérite d'exister. L'art mérite d'exister, peu importe qui marche, peu importe qu'on n'aime pas, ça reste de l'art en fait. Et les artistes ne doivent rien à personne. Ils font ce qu'ils veulent. En plus, le film, il a pas été fait pour des mauvaises raisons, ni pour l'argent, ni pour la fame. Et encore, en vrai, même un film qui a été fait pour l'argent, il mérite d'exister en soi, parce que, pourquoi pas? Et puis, en plus de ça, ça reste une industrie, ça fait vivre énormément de gens, le cinéma. Bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est pas quelque chose qui devrait se dire, voilà, tout simplement. En plus de ça, le film, il a coûté que 5 millions de dollars, et c'est vraiment rien du tout, donc, pour un film, du coup. Ce serait comme ça dit. Ouais. Passons maintenant à ce pourquoi moi j'aime ce film. Et du coup, je vais rebondir direct sur la liaison avec Drive. Parce qu'au début de la vidéo, je dis justement que ce qui me fait encore plus aimer ce film, c'est qu'il vienne après Drive. Et pour plein de raisons. Déjà, le culot et l'envie qu'il a eu de faire Only God Forgives. Parce que le gars sort tout droit d'un succès absolument mondial. Il doit être maintenant dans les petits papiers de toutes les grosses boîtes de prod. Et pourtant,
À la place, il décide de partir en Thaïlande pour faire un petit film et aller à l'encontre de tout ce que tout le monde attendait. Et j'ai du respect pour ça en fait, que le gars n'ait pas succombé à l'appel d'Hollywood, même si je vois pas forcément des problèmes à ça, mais qu'il soit parti faire un film hyper personnel à 5 millions plutôt qu'une grosse machine à des dizaines et dizaines de millions, comme si il y avait cette volonté d'artiste qui ne le lâchait pas en fait. Et je trouve ça hyper sain d'un certain côté, et hyper honorable aussi du coup. Après, je trouve que les deux films se répondent, c'est limite un diptyque en fait. Drive, c'est le rêve, la chevalerie, le blanc pur, et Only God Forgives, c'est le cauchemar, la descente aux enfers, le rouge, de la rage. C'est pour ça aussi que le fait que Ryan Gosling joue de la même manière, entre guillemets, me dérange encore moins, parce que j'ai presque l'impression de voir le héros de Drive, où à la fin il part en voiture au loin, là on sait pas où, et qu'on le retrouve en fait en Thaïlande parce qu'il a fui, et que maintenant son histoire est beaucoup plus cauchemardesque. Et je trouve ça aussi hyper fort que Refn arrive à faire dire deux choses différentes avec deux plans qui pourraient être similaires sur le même acteur. Autre chose que j'aime, et je l'ai abordé un peu avant, c'est le propos du film. Parce que oui, il y en a un, même plusieurs d'ailleurs. D'abord évidemment son lien avec sa mère et comment il essaye de s'en libérer. Refn filme la mère étouffante, limite il n'a pas le droit d'en placer une, le Julian. Elle est tellement envahissante qu'elle en va même jusqu'à l'émasculer en comparant sa taille de bite avec celle de son frère. Devant la meuf qui est censée être sa copine en plus du coup. La mère lui coupe littéralement les couilles et le supprime de toute masculinité. Et on voit que ça le pèse, juste après cette scène incroyable du restaurant, comment il crie sur Mai. C'est presque ridicule en fait, comme un enfant qui tape une crise. Et d'ailleurs tout le film, c'est lui qui essaye de prouver des choses à sa mère et à lui-même aussi, du coup, au par ailleurs. Jusqu'à la toute fin où quand elle est morte, il plonge sa main dans le ventre de sa mère. Et ça pourrait dire 1 million de choses. Il veut retrouver la chaleur du placenta, c'est aussi une manière à lui de posséder sa mère et aussi du coup une manière de s'en libérer. Après, la scène est fucked up certes, mais il y a un propos. Il y a autre chose, c'est tout le rapport qu'il a à ses mains et à son passé. Donc on finit par apprendre qu'il a fui les USA parce qu'il a tué son père de ses propres mains. Et tout au long du film, il y a un rapport avec ça. Dès le début, d'ailleurs. Comment il les regarde, comment il les serre. Il veut se prouver quelque chose. Même le plan avec Gosling au premier plan et la statue du combattant derrière. Il essaye, il veut être un fighter lui aussi. Mais on le voit que Julian est trop gentil, trop faible, et qu'il n'est pas fait pour ce milieu. Le fait qu'il laisse partir le père qui a tué son frère, déjà. Qu'il était toujours mis au second plan par rapport à son frère, et que c'est lui qui décidait tout. Cette mère envahissante. Il a toujours subi sa vie, il a jamais décidé pour lui-même. Et sans doute la seule action de sa vie qu'il a entrepris de lui-même, en tout cas c'est ce que je trouve qu'on comprend dans le film, c'est quand il a tué son père. C'est pour ça aussi qu'il veut se battre à main nue contre Chang le policier. Il veut prouver sa valeur à lui-même d'abord, mais aussi à tout son entourage. Et évidemment, il se fait laver parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et quand il retourne voir Chang pour qu'il lui coupe les mains, c'est justement parce qu'il veut oublier le passé. Il veut enlever ses mains qui ont tué son père et qui n'est pas lui au final. Et il y a encore tout ce rapport à presque la personne divine de Chang qui coupe ses mains comme un jugement. Bref, il y a quelque chose de personnel dans ce film et Refn veut nous raconter une histoire, nous raconter un ressentiment. Autre chose que j'adore dans le film, c'est son esthétique. Alors, après j'ai un rapport très particulier avec Refn parce que sans le vouloir, quand je faisais un court-métrage, juste après sortait soit Drive et ensuite soit Only God Forgives. Et je sentais que j'avais les mêmes volontés que lui. Alors par contre, je suis pas en train de me comparer à Refn en termes de qualité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait les mêmes images au même moment dans la tête. Alors j'avoue que forcément ces films, et là en l'occurrence Only God Forgives, me touchent d'autant plus en fait. Au-delà de ça, c'est dur de trouver ce film moche. Après, il peut avoir un côté esthétisant qui en général, moi, me rebute un peu. Par exemple, j'ai pas aimé Blade Runner 2049 parce que je le trouvais vide, justement, mais Only God Forgives arrive à toucher quelque chose de particulier en moi. Ces images me laissent pas indifférente. Alors, est-ce que c'est peut-être toute l'esthétique de la Thaïlande qui me fait ça? Honnêtement, en écrivant ces lignes, j'avoue que je pourrais même pas décrire le pourquoi j'aime l'esthétique d'Only God Forgives en fait. Ou plutôt, pourquoi elle me touche autant. Et peut-être que cet inconnu me fait encore plus aimer le film. Je sais pas. Et d'un côté, j'aime ce je sais pas. J'aime qu'une œuvre me touche sans aucune raison visible. Et j'adore aussi comment Refn filme la violence. C'est graphique sans être malsain. Alors je peux pas tout montrer, mais que ce soit toute la scène et la mise en scène de la mort de Billy, le frère, affalé contre le lit, la tête écrabouillée, qui laisse plus planer notre imagination sur la déferlante de haine qu'a eu le père sur Billy. Et puis la lumière de la scène, elle est magnifique. Ou encore la scène de fight entre Julian et Chang, que je trouve méga stylée parce que, hyper sobre et qui correspond grave au film. C'est brut, pur et sans fioriture. Et évidemment, pour la fin, cette Kristen Scott Thomas absolument incroyable dans ce rôle, complètement grimée, surmaquillée, avec un ego surdimensionné. Et comme je l'ai dit plus tôt, elle fait énormément de bien au film, elle ramène de l'énergie. Grâce à elle, le film prend un bol d'air après les 25 premières minutes, parce que c'est le seul personnage qui est à l'opposé de tous les autres. Parce qu'ils sont tous droits et fixes dans leur jeu. Julian, Chang, Mai, Billy, etc.
Du coup, le personnage de la mère ressort encore plus dans tout ce décor. Donc voilà pourquoi moi j'aime Only God Forgives, et c'est sans doute peut-être le film le plus clivant qu'on ait fait des Mal-Aimés, c'est sûr des Mal-Aimés, et peut-être aussi de toute la chaîne, avec peut-être aussi Miami Vice pour le coup. Mais il y a un autre film très clivant qui arrive dans les Mal-Aimés prochainement. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et encore une fois, le but évidemment, il n'est pas de dire qu'il faut absolument aimer Only God Forgives, ni d'ailleurs de dire mais les gens ils ont pas compris donc ils sont cons, pas du tout. Ici, on n'oblige rien, ni personne, vous aimez les films que vous avez envie d'aimer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et voilà, la semaine pro. Banks!